Ok, j'ai vécu une injustice médicale. Je suis très en colère contre le système et j'avais envie de partager ce que j'ai vécu. Ça m'intéresserait de savoir s'il y en a d'autres aussi qui ont été ignorés par le système et qui ont dû se battre pour obtenir des soins médicaux, qui n'ont pas été crus et qui ont été rejetés par les médecins et envoyés de médecin à l'autre, qui te renvoie au premier, qui te renvoie au deuxième, qui te renvoie, bref. Je vais vous raconter ce qui s'était passé. J'ai posté sur Twitter un post hier parce que j'avais besoin de... Ma petite aventure médicale. Donc lundi après-midi, rendez-vous avec mon médecin traitant. Elle me dit qu'elle essaiera d'appeler des professionnels pour moi. Je repars avec rien. Pour contexte, je suis quelqu'un qui a souvent des crises dépressives. Je suis aussi borderline. Le trouble borderline, il n'y a pas de traitement vraiment et c'est normal d'avoir 3-4 jours de déprime et 3-4 jours d'hyperactivité. Tu as vu ça. C'est 3-4 jours où tu es bien, 3-4 jours où tu es mal. C'est ça d'être borderline. J'ai l'habitude, je vis avec ça, j'ai 34 ans, je vis avec ça depuis toujours. Je me connais, je sais comment ça fonctionne. Ce lundi-là, quand j'ai décidé d'aller voir le médecin traitant, ça faisait déjà 2-3 semaines que, que j'allais vraiment mal. Quand je dis mal, ça ne veut pas dire j'étais un peu fatiguée, j'avais moins envie de faire des choses. Ça veut dire que je suis arrivée au fond du trou et ça s'est installé et j'arrivais pas à m'en sortir et j'ai commencé à réaliser que ça allait trop loin. Au début, je pensais que ça allait durer que 3-4 jours comme d'habitude. Donc je patientais, j'attendais. Après, j'ai commencé à m'énerver que ça s'installe, je m'en voulais. J'ai fait énormément d'efforts, pour prendre soin de moi, pour aller mieux, pour me tirer du trou, pour réussir à m'en sortir seule. Et donc le moment où j'ai consulté le médecin traitant, j'étais déjà en crise et j'avais besoin d'aide immédiatement. Clairement, j'ai pas dû réussir à transmettre les messages assez clairement pour qu'elle comprenne, parce qu'elle m'a dit qu'elle allait essayer de recontacter la structure qui m'a prise en charge il y a quelques mois. Pour info, j'étais suivie par une équipe mobile qui se déplaçait à domicile pendant 2 mois. C'est un suivi qui se renouvelle pas. Je lui ai dit que ça se renouvelait pas. Elle m'a pas cru. Elle voulait que je sois réorientée vers cette structure. Elle n'arrive pas à les joindre, le médecin ne répond pas. À ce moment-là, le médecin traitant me dit je vais juste attendre qu'il me rappelle, le psychiatre en question de la structure de l'équipe mobile. S'il ne me rappelle pas, mercredi, j'essaierai de le rappeler. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis dévastée. J'ai l'impression qu'on ne veut pas m'aider, qu'on n'a pas compris que c'était sérieux, qu'on n'a pas compris que c'était grave. Je repars. Je suis tellement sous le choc que j'arrive à rien dire. Je suis quelqu'un qui a du mal à, à insister. J'ai du mal à m'affirmer et j'ai vraiment du mal à insister et demander quelque chose plusieurs fois quand je l'ai déjà demandé une fois et quand moi je trouvais que je l'ai expliqué. Et le problème, c'est que j'arrive pas à expliquer calmement. Je sens que je m'effonds, ça réactive mes traumatismes. J'ai l'impression qu'on m'abandonne, que je mérite pas le respect, que je mérite pas d'aide parce que je suis pas comme les autres qui eux méritent. Je suis probablement une espèce de sous-merde, je sais pas. Donc je commence à descendre dans cette spirale. Je rentre à la maison complètement dévastée dans mon spirale de je suis une sous-merde qui mérite pas d'être aidée clairement et peu importe ce que je dis, les gens comprennent pas que c'est du sérieux. Peut-être parce que je suis borderline, peut-être parce que je sais pas, j'explique mal, peut-être parce que j'insiste pas assez. Donc je commence à douter de moi et remettre la faute sur moi, tout en comprenant que je suis allée demander de l'aide, je ne l'ai pas obtenue, c'est pas normal. Je discute avec ChatGPT. Me jugez pas. J'étais
désespérée. Je savais plus quoi faire. Je savais pas à qui me tourner, comment demander de l'aide. Je savais pas quoi faire. Donc, je demande à ChatGPT. ChatGPT me dit, OK, je peux te préparer des discours pour ce que tu peux présenter au médecin pour expliquer que tu es en crise sévère, dépressive sévère, et que tu as besoin d'aide immédiatement. Si tu veux, tu peux même leur montrer ce que j'ai rédigé, machin. Et il me dit, franchement, tu as des pensées pour mettre fin à ta vie, même si c'est des pensées passives, c'est en continu depuis un long moment, ça s'est installé. Et je lui ai dit, oui, en plus j'ai des antécédents. Donc j'ai peur parce que je sais que ça peut se déclencher d'un petit rien du tout. Parce que là, je souffre depuis un moment, mes nuits sont très... Même, je comprends pas. J'ai expliqué que mes nuits étaient super agitées. J'ai expliqué que j'avais des cauchemars, que j'étais épuisée tout le temps, que je fonctionnais plus, que je me sentais paralysée, que j'étais stressée sans raison, que mon traitement n'était pas adapté. Pour info, mon traitement, c'est de la sertraline, c'est des antidépresseurs dont je prenais 50 mg tous les matins. Et j'étais supposée arrêter mes anxiolytiques, les alprazolam, donc j'en prenais plus. Progressivement, je les ai arrêtés. C'est ce que le psychiatre de la structure qui m'a suivie pendant 2 mois m'a conseillé pour après. J'ai aussi arrêté le zolpidem, qui est un somnifère. Et clairement, ça me mettait très mal. J'arrivais pas à me stabiliser comme tout le monde a espéré et s'y attendait. Ça allait pas. Et je pense que j'ai fait la bonne chose d'essayer de contacter quelqu'un. Donc, je pense que c'était plutôt logique aussi de contacter le médecin traitant d'abord. Donc, je commence à descendre dans mon spirale, je suis de plus en plus déprimée, j'ai l'impression que je suis abandonnée, personne ne peut m'aider. Donc, je décide d'aller aux urgences psychiatriques. C'est pas ma première fois. J'ai eu des expériences plutôt positives avec eux. On m'a déjà proposé une hospitalisation de courte durée quand je suis allée. Une fois, je l'ai accepté. Ils m'ont proposé, c'est eux qui m'ont envoyé vers l'équipe mobile qui gère des crises. Ils savent ce qu'ils font. Et normalement, ils aident. Donc, on y va. Il est déjà minuit. On est lundi soir, le jour même où j'ai consulté le médecin traitant et je commençais à aller de pire en pire. Et donc, je me dis, OK, j'espère qu'ils vont me prendre en sérieux parce que c'est pas les pompiers qui m'amènent avec un couteau dans ma main, comme j'ai pas envie de parler de ça, mais bref, donc je suis pas en crise active en train de mettre ma vie en danger, mais je sais que j'ai besoin d'aide. Donc j'y arrive avec mon petit discours rédigé par ChatGPT. On est là de minuit à 3-4 heures du matin, c'est toujours comme ça. Je savais qu'on allait pourrir notre nuit et que ça allait être des heures d'attente. Je prends mon cahier de coloriage, je colorie comme une folle parce que je suis pas bien. Et c'est le seul truc qui m'aide à survivre la salle d'attente. Je parle, j'ai mon premier rendez-vous aux urgences où je parle à des médecins, j'explique la situation. Je me sens à peu près comprise. J'ai l'impression qu'ils me disent que j'ai bien fait de venir, machin, tout ça. Sauf que ce premier rendez-vous, c'est les gens qui sont à l'accueil. Peut-être des infirmiers, c'est pas des psychologues ou des psychiatres. Je pense que j'ai parlé à un infirmier et un stagiaire. Je trouve dans la salle d'attente. Je patiente encore super longtemps. Je me plains pas pour le temps d'attente. C'est une bonne chose parce qu'ils prennent leur temps avec les gens et d'habitude, ils te lâchent pas jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution qui te convient. Donc c'est bien. C'est pas grave qu'il y a du temps d'attente. Deuxième rendez-vous dans les urgences psychiatriques. La nuit, du coup, on est vers 3 heures du matin, mardi. J'explique encore une fois ma situation. J'explique que je suis désespérée, que je ne sais pas quoi faire, que j'ai besoin d'aide, que rapidement, que je suis en crise. J'explique, il me demande pour mon sommeil. Et j'ai l'impression que la psychiatre est rassurée par le fait que je dors, tandis que je lui ai expliqué que je dormais beaucoup trop, que c'était très agité. J'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout alarmée par le fait que je sois stressée de ouf et qu'elle n'est pas du tout alarmée par mes pensées mettre fin à ma vie passive.
et qu'elle n'est pas du tout inquiète que ça peut tourner à n'importe quel moment en tentative active, malgré mes antécédents. Ils ont accès à mon dossier, je leur mentionne que j'ai déjà été hospitalisée, que j'ai déjà fait des tentatives, que j'ai été prise en charge. Ah oui, et là, je commets l'erreur fatale. Je mentionne que j'ai été prise en charge par une structure d'équipe mobile pendant 2 mois pour gérer la crise. Et là, je sens que la meuf a décidé qu'elle allait se débarrasser de moi et de me refiler à la structure. Que j'ai bien précisé à elle que c'était un truc non renouvelable et que j'étais plus suivie chez eux, mes soins étaient terminés. J'arrive pas à la convaincre, elle me croit pas. Je suis hyper déçue. Je l'exprime, je suis très fière de moi, je l'exprime que j'ai l'impression que j'ai pas obtenu de l'aide. J'aspirais être hospitalisée, on m'a même pas proposé d'hospitalisation de courte durée, rien. Tandis que là, ça va pas quoi. J'ai l'impression qu'ils me croient pas, qu'ils me font pas confiance. Top. Et donc, attendez, je m'énerve là tellement. C'était horrible ce moment-là. Elle voyait que j'étais grave déçue et dévastée et que je me levais pas de la chaise pour partir et j'étais pas là en train de les remercier pour leur aide. Ils ont dit ça vous convient? J'étais là comment vous dire? Je m'attendais à mieux quoi. Elle me dit en fait allez moi c'est la nuit, je peux pas les appeler donc demain allez voir la structure de l'équipe mobile. Là, je suis mais dévastée. Je sais que c'est pas la solution. Je sais qu'elle s'est débarrassée de moi. Elle va juste mettre dans mon dossier qu'elle a trouvé une solution et c'est bon, dossier fini, terminé, machin. Donc je me dis, ok, donc là il faut que je reparte chez moi et c'est toujours pas fini quoi. Donc on repart à la maison. Elle me prescrit pas de somnifère, elle me prescrit. Qu'est-ce qu'elle m'a prescrit? Elle m'a quand même prescrit une boîte d'anxiolytiques qui est clairement pas suffisante. Quand tu es en crise, là, je me dis, ok, ben, je sais pas comment je vais survivre la nuit, mais clairement, tu m'as renvoyée à la maison. Tu m'as pas demandé si j'étais en état pour retourner à la maison. Tu m'as même pas proposé d'hospitalisation. Ben écoute, ok, j'ai compris, il faut que je sois super forte et que je me débrouille toute seule. Compris. Au revoir, merci pour rien. Je leur lis pas tout ça parce que je suis polie, je souris, je suis là, oui, merci, merci, et je repars comme une conne parce que je suis comme ça, je sais pas. Putain, c'est pas possible que je peux pas m'affirmer. Je suis toujours là, bah, c'est ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il peut faire, je suis déçue, mais je vais quand même la remercier. Pourquoi? Donc je repars à la maison, on passe la nuit comme on peut, c'est huile essentielle, massage, un truc de stand-up comedy dans mes oreilles qui... Non, ah non, on a laissé allumer la télé toute la nuit pour que j'arrive à dormir. C'était... Ah oui, et j'avais aussi des trucs de glace partout sur le corps. Bref, j'ai survécu la nuit. Le lendemain, du coup, on va... Ah, j'ai oublié, en fait, on est retourné voir le médecin traitant parce que j'ai insisté pour qu'il me donne quelque chose à l'hôpital psychiatrique et du coup, la psychiatre aux urgences a rédigé un courrier. Elle n'avait pas envie. Elle n'avait pas envie. Oh putain, ça aussi. Donc, elle me dit, bah, éventuellement, je dis, bah non, ça me va pas trop, je vois pas de solution, machin, la structure va pas m'accepter. Et elle me fait, bon, retournez voir votre médecin traitant, elle pourrait changer votre posologie. Je fais, mais j'y suis déjà allée, elle veut pas toucher à mon posologie à ma posologie parce qu'elle trouve que c'est un psychiatre qui devrait le faire, mais j'ai pas de suivi de psychiatre et pour le mettre en place, ça va prendre du temps et j'ai besoin d'aide maintenant. Donc, elle rédige un courrier à mon médecin traitant, la psychiatre des urgences, en précisant bien, oui, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Prends le temps de le faire, connasse. Prends le temps de le faire. Je pense que c'est ton boulot. Assis-toi, prends le temps de le faire. Ne me laisse pas le partir sans rien. Déjà que ça, c'est pas suffisant, c'est rien du tout. Tu aurais pu me faire une putain d'ordonnance ou me filer un cachet. Ah oui, avant, ils m'ont déjà fait ça. Parfois, quand tu arrives aux urgences
et qu'il te propose une hospitalisation de courte durée, mais toi, tu es confiante que tu peux rentrer à la maison et tu vas pouvoir gérer, il te file un cachet pour gérer ton angoisse et pour t'aider à dormir ou machin. Rien, elle m'a rien donné. Elle m'a donné juste l'ordonnance d'alprazolam pour plus tard. Et du coup, ce courrier pour mon médecin traitant. Donc, on a réussi à obtenir un rendez-vous d'urgence avec mon médecin traitant pour le lendemain. On y retourne. Bonjour, c'est encore nous. Il a dit, ouh, ça va pas. Si vous revenez le lendemain, c'est que ça va pas. Je dis, oui, non, en effet, ça va pas. Bon, je le prends parce que mon copain est passé pour déposer des trucs à manger pour moi parce que je suis pas en état pour cuisiner, donc j'ai besoin de trucs que je peux réchauffer et manger facilement. Donc, on en était où? Je suis chez mon médecin traitant mardi pour la deuxième fois et je lui explique ce qui s'est passé aux urgences, que j'ai pas eu grand-chose à part des anxiolytiques prescrites, ce qui me dépanne parce que j'en avais plus du tout, donc tant mieux, mais ça va pas résoudre la crise. J'ai besoin d'une gestion de crise. Elle me dit, en fait, le mieux, ça serait de vous renvoyer vers cette structure. Vous savez, ils peuvent vous reprendre, ils vous connaissent déjà, et vu que vous avez été suivi chez eux, c'est ce qui a le plus de sens. Donc, mon médecin traitant, encore une fois, me fait aucune ordonnance, ne change pas mes posologies, n'augmente pas ma dose d'antidépresseurs, ne me donne pas de somnifères, et me renvoie vers cette structure que je lui ai déjà dit, je pense pas qu'ils vont me reprendre. Malheureusement, j'aurais probablement dû appeler cette structure pour vérifier avec eux s'ils me reprennent oui ou non, que j'ai pas fait parce que j'étais en crise, donc mon cerveau était embrouillé et j'avais déjà vraiment, juste pour demander de l'aide, ça m'a pris toute mon énergie vitale et tout. J'ai puisé dans mes forces non existantes pour aller à ces rendez-vous et essayer de leur expliquer que j'avais besoin d'aide. Et je pensais qu'il suffisait de dire j'ai besoin d'aide. Clairement pas. Donc, je suis là au bout du rouleau, obligée de me battre, d'insister, de réexpliquer la situation et toujours repartir sans rien. Et tout le monde passe la patate chaude à quelqu'un d'autre. Donc moi, je suis là, what the fuck? Pourquoi tout le monde veut que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe du problème? Genre, gérez, bordel, faites quelque chose. Je suis là Bref. Donc, ce que je fais, c'est... J'appelle enfin... Non, en fait, c'est mon médecin traitant qui appelle la structure parce qu'elle voit que je suis vraiment énervée et désespérée qu'elle me propose rien. Donc, devant moi, elle appelle la structure, elle obtient un rendez-vous pour moi pour mercredi après. Je me dis, ok, c'est demain, tout va bien se passer, mais je stresse de ouf parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas le droit de me reprendre et qu'ils ne font pas de suivi. Donc, pour le moment, je suis sans solution et je dois encore tenir une nuit. Les nuits, c'est les pires. Ok. Donc, j'obtiens ce rendez-vous. Je vais à la structure de l'équipe mobile. Ils m'accueillent. Ils précisent bien qu'ils font ça puisque c'est une espèce de faveur qu'ils font pour moi parce qu'ils n'ont pas envie de me laisser tomber. Genre, en gros, moi j'ai l'impression qu'ils essaient de me dire que je devrais être super reconnaissante, qu'ils me consacrent du temps. Heureusement, il y a un psychiatre et mon infirmier préféré dans l'équipe, donc je me sens un peu rassurée. Je me dis, ok, lui, il va comprendre. Au moins, il est tendre. Et aussi, là, je ne m'attends plus à grand chose. Je sais très bien qu'ils ne peuvent pas me reprendre ou me refaire un suivi de 2 mois. Donc, c'est ce qu'ils m'expliquent. Ils me disent, bah oui, en fait, c'est pas possible. Donc, si vraiment ça va pas, de temps en temps, vous pouvez nous appeler. On va toujours trouver un petit temps pour discuter avec vous et essayer de trouver des solutions ailleurs. Mais en fait, nous, c'est fini, votre prise en charge ici. Je dis, ben oui, je sais, hein. Je sais.
Je l'ai dit à tout le monde, personne ne me croit pas, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas votre fonctionnement de la structure et clairement, ils ne m'ont pas cru, comme moi j'ai expliqué. Super. Donc, j'exprime quand même mon désespoir et je leur dis là, quelqu'un doit m'aider, vraiment. Dites-moi quoi faire, dites-moi où aller, dites-moi comment faire pour que quelqu'un augmente enfin ma dose d'antidépresseurs. Et il faut qu'on fasse quelque chose avec mon sommeil parce que je vais craquer. Je leur dis que j'ai déjà fait une crise de larmes où je sanglotais sous la douche et que ça fait des jours que je dois me battre pour essayer d'obtenir de l'aide. Ah oui, et là, ils me disent je les adore, mais ça s'est un peu mal passé, malgré le fait que je les adore. Ils me disent, mais vous savez, il y a des hauts et des bas dans votre état, vous êtes borderline, et puis aussi, vu qu'on a arrêté le suivi, il peut y avoir un espèce de sentiment d'abandon, que vous êtes un peu sans repère et que vous devez vous débrouiller seul, ça peut déclencher ça. Et je suis là, je me dis, mais m'en fous, ça c'est pas normal, même pour un borderline, c'est pas normal, vous pouvez pas me laisser dans cet état. J'étais tellement contente. Je le dis, excusez-moi, je suis en fait avec ma psychologue, j'ai un suivi psychologue privé là, une fois par mois, ce qui n'aide pas pour gérer une crise. On est en train d'apprendre à m'affirmer et je ne sais pas encore doser. Donc là, peut-être que j'y vais un peu trop fort, mais j'aimerais vous faire comprendre que c'est pas juste quelques jours de mal-être, de déprime, de mauvaises pensées borderline. C'est autre chose. Je suis en crise dépressive sévère. J'essaie de vous expliquer que mon traitement n'est pas adapté et que je ne peux pas mettre en place un suivi psychiatre que j'ai pas du tout du jour au lendemain. Help. Donc là, le psychiatre accepte enfin de changer ma posologie, sauf que la dernière fois que je l'ai vu, il m'a prescrit une ordonnance renouvelable 2 fois pour les sertralines et rien d'autre. J'ai encore cette ordonnance que je peux renouveler encore 2 fois. Là, il me refait une nouvelle ordonnance. Il prescrit sertraline, mais en dose plus élevée, 3 par jour. Alprazolam, 3 par jour, 3 entiers par jour. C'est toujours des 50 mg pour l'alprazolam et sertraline aussi. Et il me prescrit aussi du somnifère. Alors là, je suis là, alléluia, j'espérais même plus, franchement. Le truc, je me suis dit, somnifère, ils vont jamais m'en prescrire. Il a fait, j'étais là, mon Dieu, c'est un miracle, ok. Sur l'ordonnance, il note sur sertraline et alprazolam ne pas délivrer parce qu'il sait que j'ai encore mon ordonnance qu'il a fait la dernière fois, que je peux renouveler 2 fois à la pharmacie. Et il sait que de l'alprazolam, on m'en a prescrit aux urgences. Donc il dit, c'est juste pour la posologie, pour que vous sachiez quoi prendre et aussi pour que vous puissiez obtenir les somnifères qui doivent être délivrés. Donc là, il n'a pas écrit ne pas délivrer en rouge. Ça, la pharmacie doit me le donner. Donc, on va dans une pharmacie. Bien sûr, ils sont en rupture de sertraline, ça, j'ai l'habitude. On nous envoie dans une autre pharmacie. Le périple continue. L'autre pharmacie, on entre, on donne les ordonnances, on explique, et elle me fait vu qu'il y a cette nouvelle ordonnance où on me dit ne pas délivrer sertraline et alprazolam, je ne peux pas vous donner de sertraline. Je vous précise, à ce moment-là, je n'avais plus du tout. J'avais plus du tout d'antidépresseurs, j'ai fini ma boîte. Et elle me dit, parce que cette nouvelle ordonnance rend l'ancien caduc. Je suis là. Donc là, je commence à trembler. J'ai des picotements là dans la bouche. Je me dis, ah super, il y a une crise qui vient. Je vais faire une crise. Ok. Donc je dis, je vais péter un plomb devant le. Je dis ça à la pharmacienne et je sors du magasin, de la pharmacie. Je m'assois sur le trottoir devant
Et je commence à me balancer et à me répéter elle fait juste son job, elle n'est pas contre moi, les gens vont pas me laisser sans béquille, ils vont pas m'enlever ma dernière béquille, ma seule béquille c'était mes médicaments, j'ai plus de médicaments, je vais pas mourir, tout va bien se passer, quelqu'un va trouver une solution, ils vont appeler le médecin, parce qu'en fait la pharmacienne m'a dit apparemment, je pense que j'étais plus là. Ah si, ça je l'ai entendu encore. Elle m'a dit retournez chez cette psychiatre dans la structure pour qu'il refasse une ordonnance. Et là, j'étais là, ok, je suis en crise. Là, non, non, non. En fait, je pense qu'à ce moment-là, si j'étais pas en crise et déjà complètement dévastée, désespérée, ce que j'aurais dû faire, c'est lui expliquer que ça fait 3 jours que je cours après les médecins, qu'on m'envoie toujours ailleurs, que j'ai enfin obtenu une ordonnance, que j'ai plus de médicaments du tout là, ni de sertraline, j'ai que les alprazolam. Mais j'ai vraiment besoin de ma sertraline et de mes somnifères. Et aussi lui expliquer que je suis en crise sévère et lui demander gentiment peut-être d'appeler la psychiatre pour vérifier avec lui ce qu'elle peut me donner. Sauf que j'étais pas en état, clairement. Donc moi, je sors en disant « je vais péter un plomb ». Je me balance dans la rue, je me parle, je commence à sangloter, machin, tout le tralala. Crise totale. Bien sûr, en public, dans la rue, sur le trottoir, ça... je me sens humiliée par tout ce que j'ai vécu pendant ces jours-là. Quelque part, je découvre une espèce de respect pour moi et pour ma valeur, et où je me dis, c'est pas normal, je mériterais d'être écoutée, je mériterais d'être prise en compte. Pourquoi ils me prennent pas au sérieux? Merde alors. En même temps, je réalise aussi que ça serait à moi de me faire respecter. Malheureusement, ça fonctionne comme ça dans le monde. Bon, on en parlera après. J'ai ma part de responsabilité dans le truc. On en parlera après. Disons que je pense que j'ai appris de ma leçon. Ok. Mais c'était hyper injuste. Donc, mon copain reste dans la pharmacie en train d'essayer de convaincre la pharmacienne de me donner les médicaments dont j'ai vraiment besoin. Elle finit de nous donner une petite boîte, donc pas suffisamment pour un mois, mais suffisamment pour tenir une semaine. Direct, mon copain sort, il s'assoit à côté de moi, je ne suis pas en état pour me lever ou pour marcher, donc il attend que la crise passe. Et après, il va sur Internet, direct, il trouve un rendez-vous psychiatre pour la semaine suivante. Du coup, mardi ou mercredi? Attends, mardi, ah oui, il écrit aussi au psychologue qui me suit une fois par mois, qui me dit « mais vous auriez dû m'appeler quand vous étiez aux urgences, on aurait pu programmer quelque chose rapidement, là j'ai des dispos que pour la semaine prochaine ». Je me dis « bah ok, bah, désolée, je ne savais pas, en fait j'étais en crise, donc je suis allée aux urgences, je n'ai pas pensé à appeler ma psychologue, puis appeler quand, bref, c'était le milieu de la nuit, bref, j'aurais probablement dû l'appeler pendant la journée, le lendemain. Je ne vais pas appeler ma psychologue un dimanche ou un lundi. C'était lundi dans la nuit, les urgences, bref. Peut-être que j'aurais pu. Je sais pas, c'est jamais très clair pour moi. Je comprends pas trop ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent pas faire, et où est-ce que je dépasse les limites et qu'est-ce que je peux demander. Souvent, j'ose pas. Ok. Donc, à ce moment-là, je me dis, mais vraiment, est-ce qu'il faut que je retourne aux urgences pendant que je suis en crise? Et là, peut-être qu'ils vont me prendre en sérieux. Est-ce qu'il faut que je me fasse hospitaliser? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre à la maison, je prends mes médicaments. Mon copain s'occupe de moi et j'essaie. J'ai conscience que ce que j'ai vécu était très violent et j'ai plus la force de continuer de me battre. Donc là, la priorité, c'est de prendre soin de moi et essayer de apaiser les choses. Donc je prends mes médicaments et du coup on prévoit ce rendez-vous. Ma psychologue me propose un rendez-vous pour mardi prochain, un peu en urgence, et pour mercredi prochain, on a trouvé un rendez-vous psychiatre. Alors j'étais choquée. Si j'avais su qu'on pouvait en trouver assez rapidement, ça c'est quelque chose que la structure du coup m'a reproché, la structure de l'équipe mobile, parce qu'apparemment
sur Doctolib, il y a quand même des rendez-vous qui se libèrent pour les psychiatres. Alors moi, par expérience, parce que j'ai déjà dû trouver des psychiatres, mon expérience, c'était qu'il n'y avait pas de rendez-vous disponible. Souvent, il fallait prévoir vraiment en avance et qu'on ne pouvait en trouver que dans 2 mois, au plus vite. Là, je sais pas, on a eu de la chance ou je me suis trompée, finalement, c'était plus rapide, je sais pas, peu importe. Donc là, la solution a été trouvée parce qu'avec les dosages, les somnifères et les anxiolytiques 3 fois par jour, je peux tenir une semaine jusqu'à ce que je voie mon psychologue et je vois un psychiatre et on peut mettre en place un vrai suivi psychiatre. Et du coup, si je refais une crise, urgence directe, donc c'est possible que je vais finir hospitalisée en courte durée à un moment, s'il le faut. Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Alors, je sens que cette fois-ci, je me sens un peu moins une victime. Je trouve que j'ai une petite part de responsabilité. J'ai remarqué que bizarrement, les gens qui exigent le respect et qui sont calmes et qui s'expriment bien l'obtiennent très facilement. Exemple, quand j'étais secrétaire médicale, une fois, je me suis fait insulter par une femme au téléphone. C'était un truc très grave, ok? Elle m'a dit va te faire un sale p. On est d'accord? Très déplacé, très inapproprié. Donc, je m'adresse à mes supérieurs, aux médecins, et je leur dis ce qui s'est passé. Je leur dis que c'était difficile pour moi. Et ils rigolent. En fait, il n'y a absolument aucune conséquence, il n'y a rien. Ils rigolent et ils me disent vous voulez qu'on les rappelle? Mais en fait, c'était pas une vraie proposition, c'était un peu pour se moquer de moi. Vous voulez qu'on la rappelle? Ils l'ont dit comme ça. En fait, c'était hyper humiliant pour moi. Et je me dis, maintenant, je réalise que une personne qui n'est pas aussi fragilisée et traumatisée parce qu'elle a vécu dans son enfance et qui n'est pas convaincue qu'elle a moins de valeur que les autres, ce qu'on aurait fait, c'est de dire non mais en fait, vous savez, c'est un autre métier de se faire insulter par de pareilles phrases et d'être traité comme ça, et ça gagne 300-500 par heure. Donc, je gagne pas assez pour être traité comme ça, et c'est blessant que vous en rigolez, et je m'attends à ce qu'en tant que mes supérieurs, vous fassiez quelque chose de concret pour que je puisse être en sécurité et à l'aise pour répondre au téléphone. Et là, certainement qu'ils auraient arrêté de rigoler et ils auraient agi, et à partir de ce moment-là, ils auraient eu plus d'estime pour moi. Sauf que moi, je parle à tout le monde ouvertement du fait que je suis fragile, que j'ai vécu de l'inceste, que j'ai vécu de la violence conjugale et que j'ai un trouble borderline. Donc tout le monde me regarde déjà comme quelqu'un de fragile, et souvent quand j'exprime un mal-être, ils me traitent comme si j'étais un enfant qui fait une caprice. Est-ce que c'est mon paranoïa qui me dit ça? Malheureusement, non. J'ai conscience que je deviens facilement paranoïaque, mais ça, c'est factuel. Les gens essaient de me faire croire que c'est normal, qu'on me manque de respect, que c'est normal que je me sente que j'ai pas envie d'être en vie pendant 3 semaines. What the fuck? Même si, ok, supposons que c'est normal dans le trouble borderline, ça l'est pas. Ça l'est en aucun cas, c'est jamais normal. Supposons que ça l'est. Soulagez ma douleur. Faites quelque chose. Parce que si ça dure déjà 3 semaines, en fait, c'est votre devoir de trouver une solution pour que je sois en moins de souffrance. Et surtout, si vous me dites que c'est normal, est-ce que ça veut dire que ça va m'arriver régulièrement ou que je vais rester dans cet état pendant une période prolongée? Parce que je ne peux pas. Personne ne peut tenir dans un état de torture mentale pendant une période allongée. Ouais, voilà. C'est ce que j'en pense. Donc, je suis fière de moi parce que pour la première fois, j'ai insisté, j'ai continué. Merci ChatGPT. C'est ChatGPT qui m'a dit de continuer à aller des médecins jusqu'à ce que quelqu'un me croie et quelqu'un m'aide. Honnêtement,
avant, j'aurais abandonné. J'aurais abandonné après le premier ou deuxième rendez-vous. Genre, j'aurais essayé peut-être médecin traitant, ça n'aide pas. Urgence, si urgence ne m'aide pas, j'aurais été, mais ok, c'est bon, bah, j'abandonne. Genre, j'abandonne ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je me sens plus en colère qu'autre chose. Je trouve que je mérite de l'aide et je trouve que les médecins n'ont pas été professionnels et m'ont abandonné. Euh, Donc là, j'essaie d'être super indulgente avec moi et très gentille et prendre soin de moi. J'ai réduit ma liste des choses à faire. Le seul truc que je sors, c'est des vidéos. J'ai déjà édité la vidéo pour le site Noir et Orange. Ah oui, en plus, il y a un problème avec le site Noir et Orange parce que plus de clients français. Ça a été bloqué en France, ça c'est merveilleux. Bon, c'est pas grave parce que j'ai beaucoup d'anglophones aussi qui me suivent, puis je suis sur plein d'autres sites, donc en vrai, j'attends que ça passe, quoi. Ça arrive. Je me souviens encore quand OnlyFans a été bloqué. Moi, je ne travaillais pas encore dans le métier, mais c'était quelque chose. Tout le monde a paniqué, machin, et puis après, rien. Ça existe toujours. Donc, bref. J'essaie de ne pas paniquer, mais ce climat de panique générale dans mon métier, parmi mes collègues, pour ma source de revenus, Euh, bah, ça me touche parce qu'en fait, le site Noir et Orange est très important pour moi. C'est là où j'ai commencé, c'est là où je suis la plus connue, c'est là où j'ai le plus de succès. C'est une source de revenus stable pour moi et je tenais à mes abonnés français que du coup sont disparus. C'est pas grave. Euh, je pense. Bon, du coup, on change de qualité parce que c'est mon téléphone, la carte SD est plein sur la caméra et je sais pas comment la vider. Nico n'est pas là. Donc, ce que j'ai compris de tout ça, et c'est pas négatif, c'est positif, c'est que je suis seule et je suis la seule personne qui peut revendiquer mes droits et en faire sorte pour que j'obtienne de l'aide. Euh, c'est triste et en même temps, je pense que c'est de la vérité très dure que j'avais besoin d'apprendre. C'est une leçon de vie où je me dis que j'ai envie de me protéger, j'ai envie de me prendre en main, j'ai envie de lutter pour mes droits, j'ai envie d'obtenir de l'aide, je le mérite et c'est génial que je ressens ça maintenant. Et aussi, quelque part, c'est vraiment positif que je trouve que c'est pas normal ce que je vis et que c'est pas normal d'être en autant de douleur et que tout le monde essaie de me faire croire que c'est normal. Voilà. Bien sûr, le système médical n'est pas parfait. Ces gens faisaient leur boulot et c'est des humains, ils sont pas parfaits. Et voilà. Mais n'empêche, ma douleur est valide, mon sentiment d'abandon est valide, mon sentiment de rejet est valide et mon besoin d'aide était très réel et c'était une torture que j'ai vécue là et une énorme injustice. Donc, je vais essayer de me donner plein d'amour et plein de tendresse et être très indulgente envers moi-même et de prendre soin de moi et de continuer à obtenir l'aide dont j'ai besoin, même si je déteste ce moment où je souffre depuis un moment. Je suis quelqu'un qui, j'ai envie de gérer seul, j'ai envie de m'en sortir seul, je suis très indépendante. Je suis en train, est-ce que je suis vraiment très indépendante? Oui, je doute de moi là. Attendez. Bref, ce que je voulais dire, c'est que je déteste quand je réalise, le moment où je réalise que j'arrive pas à m'en sortir seule et que je dois demander de l'aide, je me sens vraiment comme un échec et une grosse merde. Et c'est un moment très difficile pour moi et très humiliant en fait. Et ça a été rendu encore pire pour les professionnels. Je me sens
tellement humiliée. Ah oui, dernier truc, je me sentais tellement humiliée. La psychiatre de la structure, il fait, «Mais allez sur Doctolib. Allez sur Doctolib, trouvez rendez-vous psychiatre, il y en a tout le temps qui se libère, vous avez pas de travail, donc vous avez le temps d'y aller». J'étais là: «J'ai un travail, mais c'est vrai que je suis flexible, donc s'il y a un rendez-vous qui se libère, je peux y aller». J'étais tellement fière de moi. C'est la première fois que j'ose dire à un professionnel, à un médecin qui me suit que j'ai un travail. Ah oui, parce que pendant tout le temps qu'il me suivait, il y a eu ce: «Ah, vous pensez pas prendre un petit boulot?» J'ai un travail, je gagne ma vie, j'ai un boulot. C'était tellement dévalorisant et humiliant que les médecins dont qui je dépendais, j'avais besoin d'eux pour gérer ma crise et ma santé mentale, je devais m'appuyer sur eux, heu, jugeaient mon métier. Ouais. C'est OK. Quand les abonnés pensent ce qu'ils veulent, les gens qui me suivent, les inconnus, chacun a ses valeurs, ses machins et je comprends que même les médecins, c'est des humains, mais ils sont pas supposés de me juger. Ils sont pas supposés de ils sont là pour m'aider, en fait. OK, j'ai compris. J'ai fini, pardon. J'ai compris, OK, je vais continuer à apprendre à me filmer. C'est super, empowering en vrai comme truc et souhaitez-moi bon courage. Je vous souhaite bon courage si vous luttez avec le corps médical. Est-ce que vous pensez que le fait que je sois une femme, ça veut dire que je suis moins prise en compte? Parce que j'ai l'impression que si c'était un homme qui arrive avec les mêmes problèmes, les mêmes douleurs, les mêmes craintes, machin, il aurait été pris en charge beaucoup plus rapidement et on l'avait cru. On l'aurait cru. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas envie d'être la femme qui tourne tout, genre: «Ah, féministe, ça c'est parce que je suis une femme». C'est peut-être pas ça. J'imagine que peut-être que ça arrive à tout le monde. Si vous avez envie d'exprimer de la compassion ou me souhaiter bon courage dans les commentaires, n'hésitez pas, je le prends. Parce que pour le moment, je le prends de ChatGPT et honnêtement, ChatGPT est super, mais ça me touche beaucoup plus quand ça vient des vrais humains. OK, bye.